Bonjour tout le monde. Ok, on va démarrer. Euh, donc, c'est moi qui ouvre, si tu veux, en virologie, mycologie et parasitologie. Globalement, comment ça va se passer? Donc, on va avoir 20 heures de cours, 12 heures de TP, PD et 16 heures de TP. Et on va essayer de toucher à ces trois domaines de la microbiologie et pas juste se focaliser sur un type de bête en particulier. Donc, les cours sont divisés en 7 CM de virologie. C'est moi qui voulais les infliger. Vous allez avoir 5 CM en mycologie avec Madame Mouratou et 3 CM en introduction à la parasitologie par euh, Madame Alvarez-Rueda, qui est maître de conférence à la fac de médecine, qui est spécialiste en mycologie parasitologie. Alors l'an dernier, on avait organisé d'abord les cours un petit peu en bloc, donc on avait fait d'abord la virologie, ensuite la parasito, suivi par la mycologie. Mais on a eu la remarque, très juste d'ailleurs, c'est que en TP, vous allez faire quelques observations sur les mycètes et sur les parasites. Et puisque les TP commencent dès la semaine 4, si on fait les cours à partir de la semaine 10, c'est pas très très utile pour comprendre ce que vous êtes en train d'observer en TP. Donc cette année, on change un petit peu l'organisation des cours, c'est-à-dire que moi, je vais faire mes 3 premiers cours. Ensuite, vous allez avoir quelques cours de Madame Mouratou et les cours de Madame Alvarez. Et comme ça, pendant que vous avez les TP, vous aurez eu au moins une introduction à ces 3 matières. Et pour la rédaction du contenu du TP, on espère que ça va aider un petit peu le fait d'avoir eu des cours pertinents pour cela. Ok, donc pour mes 7 cours en virologie, ça va être notre programme. Donc aujourd'hui, on va commencer par les bases, structure et classification des virus et techniques de base pour étudier les virus. Ensuite, on va voir 4 cours qui visent à décrire les différentes étapes dans le cycle de réplication virale. Donc, pour infecter une cellule et se répliquer, n'importe quel virus doit résoudre tous ces différents problèmes qui lui sont posés par la cellule hôte. Comment s'attacher à la cellule hôte, comment rentrer dans la cellule hôte, comment libérer son acide nucléique. Une fois que le génome du virus rentre dans le bon compartiment de la cellule hôte, il faut le répliquer et l'exprimer. Et finalement, il faut être capable d'assembler et libérer les particules virales. Donc, plutôt que de faire famille de virus par famille de virus et faire tout le cycle de réplication virale, on va le découper un petit peu en étapes dans le cycle de réplication. Et on va faire, pour différents types de virus, comment ils font pour effectuer chacune de ces étapes. Donc ça, c'est pour la partie un peu virologie fondamentale. Et puis les 2 derniers cours, on va regarder 2 domaines un peu spécialisés, pathologie virale, une introduction aux infections virales chez l'homme, et les virus des plantes, parce qu'il y a quelques particularités ou quelques comment dire, quelques domaines de la virologie très intéressantes que l'on retrouve uniquement chez les virus des plantes, et c'est toujours utile de regarder comment les virus font pour infecter un autre type d'organisme. Okay, donc ça c'est notre programme. Et avant les TP, donc on va faire un CM1, CM2, CM3 cette semaine et la semaine prochaine. Ensuite, ça va être les cours de mycologie, parasitologie, et on reprendra après les vacances de février pour la suite.
Donc, qu'est-ce que c'est qu'un virus? Première chose, première question. Pour que tout le monde soit... Ah, et oui, donc j'ai envoyé un email à tout le monde pour dire que j'ai déposé au moins les premiers cours sur Madoc. Je vais envoyer tout à l'assaut pour effectuer les tirages papier pour les planches des diapositives et les polis de côté. Donc normalement l'assaut va voir ça, j'essaierai de le faire cet après-midi. Sinon les cours sont sur Madoc. Et j'essaie d'enregistrer ceux qui passent à l'écran et mes commentaires. Donc au fur et à mesure, je vais déposer ces screencasts sur YouTube et je mettrai le lien sur Madoc. Comme ça, si vous voulez vérifier que vous avez bien noté un truc, vous pouvez écouter le screencast, ou pour la révision, bon bah ce sera une ressource toujours disponible pour vous. Ok, donc pour revenir au cours. Première question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un virus et qu'est-ce qui distingue nettement les virus des cellules. Donc pour ceux qui avaient fait leur L2 ici, en microbio l'an dernier, on avait vu ça. Et ça va être la définition de l'EVOF. Donc on va revoir ça. Ensuite, pour les structures de particules virales, on va regarder quelles sont les différentes architectures des capsides. Comment on va classifier les virus en famille et éventuellement en ordre. Et ensuite, en termes de technique, comment on produit des virus, comment on va les purifier et comment on fait pour les détecter, les identifier et les quantifier. Et si on a un peu de temps à la fin, on regardera ce que c'est la génétique inverse, qui est une technique très importante pour établir les liens entre le génotype et le phénotype chez les virus. Ok, donc on va commencer par un rappel de la définition de Lvov. Qu'est-ce que c'est qu'un virus? Alors, la définition de Lvov s'était posée il y a 60 ans, une soixantaine d'années pratiquement maintenant, mais qui passe toujours pour la définition moderne de ce que c'est qu'un virus. Et à l'époque, Lvov avait essayé de intégrer tout ce qui était connu sur les virus sur le plan de leur biologie fondamentale, de leur biochimie et de leur biologie moléculaire. Alors, petite taille, premier critère. Donc, pour le VOF, les particules virales sont toujours la particule virale infectieuse a toujours un diamètre inférieur à 250 nanomètres. Ça, c'est vrai pour la grande majorité des particules virales. Mais comme on verra par la suite, il existe des exceptions. Alors, c'est pour leur structure, pour leur mode de vie biologique, pour leur biologie. Tous les virus sont des parasites intracellulaires obligatoires. Ça, c'est vrai pour tous les virus. C'est pas un critère qui est suffisant à lui-même de distinguer les virus de toutes les cellules, parce qu'il existe des bactéries intracellulaires qui sont des parasites intracellulaires obligatoires également. Donc c'est quelque chose qui décrit parfaitement le mode de vie d'un virus, mais pas suffisant pour distinguer les virus de toutes les cellules. Alors lié à ce mode de vie parasitaire, aucun virus ne dispose d'équipement enzymatique pour générer son énergie métabolique. Et en termes de leur façon de vivre, Lvov a noté qu'aucun virus ne se réplique ne se multiplie par division binaire. Juste pour dire deux, trois mots pour ça. Donc division binaire, c'est-à-dire qu'on commence avec une cellule qui va grandir, qui à bout de moment va se scinder en deux pour donner deux cellules. Une particule virale, comme on va voir, à un moment donné, la particule virale va se dissocier et libérer uniquement son ADN ou son ARN génomique. On aura la production de sous-unités de protéines virales.
et la production de multiples copies du génome. Et ensuite, ces deux éléments-là vont se rassembler pour reformer des particules virales infectieuses, un peu comme si on jouait avec un kit de Lego. Et tous les virus respectent cet aspect de la biologie des virus, y compris les plus grands. Alors le VOF, à l'époque, en 1957, avait fait remarquer que les particules virales contenaient un seul type d'acide nucléique, soit l'ADN, soit l'ARN, mais jamais les deux. Ça fait très différent par rapport à toutes les cellules, parce que chaque cellule a son génome en ADN, et il contient également les ARN ribosomiaux, ARN de transfert et ARN messager. Donc encore, ça c'est quelque chose qui est vrai pour la grande majorité des virus, mais il y a quelques exceptions. Et finalement, c'est pas dans les critères de Lvov, mais néanmoins, c'est quelque chose qui distingue nettement les virus de tous les organismes cellulaires. C'est-à-dire qu'aucun virus ne code dans son génome pour un ARN ribosomial. Et ça, c'est tout à fait remarquable, parce que l'ARN ribosomial, ça fait partie des molécules qui sont le plus conservées dans l'ensemble du vivant. Et c'est une différence tellement remarquable que certains microbiologistes, par exemple, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Ah, bon, c'est à éditer en post-production là. Mais certains microbiologistes considèrent que l'histoire de la vie peut être considérée comme une lutte qui dure depuis les milliards d'années entre les réplicateurs à ribosome, c'est-à-dire les cellules, et les réplicateurs sans ribosome, que sont les virus. Et l'histoire de la vie, c'est toujours cette compétition pour la réplication entre ces deux systèmes. Okay. Donc, les virus sont vraiment pas pareils que le reste du vivant. Et d'ailleurs, on peut toujours se demander la question, est-ce qu'un virus est réellement vivant ou pas? Donc, avec ces critères de définition en tête, quelques exemples de ce que c'est qu'un virus. Et là, j'ai pris des exemples les plus extrêmes. Pratiquement le virus le plus petit et le plus simple que l'on connaisse, et le virus le plus grand et le plus complexe. Donc, pour le plus simple, je prends un exemple, les cercoviridés. Ce sont les petits virus à ADN qui ont un génome très court, que 1,8 kilobases de données biologiques qui codent pour 2 protéines. Les ORF, c'est canon de lecture ouvert. Donc, 2 gènes, en gros. Ça, c'est vraiment le strict minimum pour n'importe quel virus. Tout virus doit coder au minimum une protéine de capside qui va former l'extérieur de la particule et une protéine qui est impliquée dans la réplication du génome. Et c'est ce que l'on a dans ce petit virus. Donc avec une seule protéine qui forme la capside, on a une partie qui est petite. Et là, j'ai essayé de respecter la taille. Donc ça, c'est 17 nanomètres c'est à l'échelle par rapport à ce truc-là. Donc ça, c'est le pandorovirus qui a été découvert l'an dernier par l'équipe de Didier Raoult et Jean-Marie Cavry à Marseille. Donc ce truc-là, c'est un vrai monstre du monde viral. Il mesure 1 micron de longueur et sa diamètre, c'est de 500 nanomètres. Donc c'est quelque chose qui franchit la limite proposée par le VOF. Son génome, 2,5 mégabases de longueur, c'est un génome plus complexe que beaucoup de bactéries, enfin que certaines bactéries. Il code pour 2500 gènes et la particule elle-même est composée de plus d'une centaine de protéines distinctes. Donc c'est un objet biologique très très complexe. Alors, une autre leçon que l'on a ici, c'est que, bon, la complexité de la particule virale, la complexité du virus n'a aucun lien avec la complexité de l'organisme qui peut être parasité par ce virus. Les cercoviridés
Ici, le PCV2 il provoque une maladie chez le porcelet, qui est d'importance économique, donc il affecte un organisme très complexe. Ces énormes virus géants à ADN infectent plutôt les eucaryotes unicellulaires, comme des amis. Donc aucun lien entre la complexité de la particule et le type d'organisme qui sera infecté. Ok, donc là j'ai parlé de particules, je vous ai montré des images, mais comment on observe les particules virales? Et comment on va pouvoir avoir quelques informations sur leur structure? Évidemment, avec une taille inférieure à 250 nanomètres, la plupart des virus ne peuvent pas être visualisés par microscopie optique. Vous les mettez sous votre microscope, vous mettez l'objectif son X, vous pouvez regarder autant que vous voulez, vous ne verrez jamais rien. Donc, pour la grande majorité de virus, pour les visualiser, il faut au minimum la microscopie électronique. Et souvent, c'est la microscopie électronique à coloration négative qui donne ce type d'image avec le fond qui est coloré en noir et là où on a les éléments de la particule virale, c'est coloré en blanc. Pour avoir de l'information au niveau de la structure qui est à l'échelle atomique, on a recours à la cristallographie aux rayons X. Et ça peut être applicable soit aux particules virales entières, quand il s'agit de virus nus, non enveloppés. Évidemment, pour la cristallographie aux rayons X, il faut un cristal. Donc il faut que les objets biologiques soient strictement identiques les uns aux autres pour former un cristal. Ça, c'est vrai pour les particules virales non enveloppées. C'est pas vrai pour les particules virales enveloppées. Donc si on peut cristalliser toute la particule virale, on peut obtenir la structure 3D à l'échelle atomique. Donc on a aussi la possibilité d'obtenir des données structurales sur les protéines individuelles qui composent les particules virales. Donc pour les virus enveloppés, on a pu obtenir la structure trois-dimensionnelle des glycoprotéines de surface, ou en tout cas pour le domaine extra-viral, le domaine externe de ces protéines membranaires. Donc, cristallographie aux rayons X, soit la particule entière, soit les protéines individuelles. Et pour les virus enveloppés, ce n'est pas évident d'obtenir de l'information sur la structure 3D parce qu'ils font pas des cristaux. Néanmoins, on peut utiliser la cryomicroscopie électronique pour obtenir des données d'information en 3 dimensions. Donc ici, c'est ce qu'on a initialement comme image, une suspension de particules en milieu liquide qui a été refroidie très très rapidement pour former de la glace comment dire, véreuse, non, c'est pas bon. Et puis, en analysant chacune de ces particules virales, on peut arriver à une image composite qui donne de l'information 3D. Donc, c'est comme ça que l'on obtient de l'information sur la structure des particules virales. Et qu'est-ce que l'on observe si on le fait? Donc, on prend nos particules virales, on va les examiner. Et la première distinction que l'on trouve, c'est la différence entre les particules virales non enveloppées ou nues, qui sont composées simplement de l'acide nucléique à l'intérieur et d'une capside en protéines à l'extérieur. Le PCV2, que l'on a vu comme ça tout à l'heure, c'est comme ça. Donc, chez les virus nus, on a deux architectures. Les capsides ont bâtonné avec une symétrie hélicoïdale. Et le grand exemple classique de ça, c'est le virus de mosaïque du tabac. Et une autre famille de particules virales, ce sont des particules virales plutôt sphériques avec une symétrie icosaédrale. Et par exemple, les bactériophages vont combiner ces deux éléments d'architecture pour donner des particules qui sont un peu plus complexes.
Chez les virus enveloppés, on a à la base nucléocapside à l'intérieur. Pareil, acide nucléique, ensuite protéines. Et cette fois-ci, le tout est entouré par une bicouche lipidique qu'on appelle l'enveloppe. Donc, les particules virales enveloppées peuvent avoir une architecture simple, c'est-à-dire on a soit une sorte de un bâtonnet qui est entouré par une bicouche lipidique, soit une capside icosahédrique entourée par une bicouche lipidique. C'est ça que ça veut dire simple dans le cas présent. Et il existe aussi des virus avec une architecture dite complexe. Tout ce que ça veut dire, c'est que bon, on peut pas vraiment le résumer comme ce type de cas de figure simple. Donc les exemples de virus avec une architecture complexe, c'est la famille de virus de la famille Vaccinia. Donc on voit qu'on a une sorte de double membrane. Et évidemment, les virus géants, comme un peu comme ça c'est une architecture complexe. Donc, cette classification de structure de particules virales est basée sur la microscopie électronique à coloration négative et plusieurs familles de virus ont été nommées à cause de leur morphologie en microscopie électronique. Donc les arénaviridae, on trouvait que l'intérieur de la particule avait un aspect sableux, donc c'est l'arène. Coronaviridae, on trouvait que il y avait des spicules à la surface de virus qui ressemblaient un peu à une couronne. Et Caliciviridae, une partie de la partie virale ressemble à une sorte de calice. Donc les noms viennent de là. Alors, là c'est la structure. Quelles sont les fonctions de ces éléments de structure des particules virales? Pour la protéine de capside, la structure fondamentale, la fonction fondamentale, c'est de protéger l'acide nucléique viral de la dégradation chimique ou enzymatique. Imaginez que vous êtes un virus, vous avez votre génome en ARN ou ADN. À un moment donné, vous allez devoir quitter la cellule infectée, libérer votre génome dans le milieu extracellulaire et aller infecter une deuxième cellule. Si vous libérez un acide nucléique tout seul, à l'extérieur de l'organisme, ou même à l'extérieur de la cellule, vous n'allez pas durer très longtemps. Hein. Ça va être dégradé vite fait. Dans le sang, vous avez plein d'RNase. Vous avez de la DNase 1 qui circule. Donc, c'est là pour dégrader des acides nucléiques étrangers. Donc, si on entoure l'acide nucléique en une capside protéique, ça le protège. Deuxième fonction de la nucléocapside, chez les virus non enveloppés, c'est d'interagir avec la cellule hôte. À un moment donné, une particule virale doit se fixer spécifiquement sur la cellule hôte. Chez les virus nus, ce sont les protéines de capside qui vont médier cette interaction entre le virus et la cellule hôte. Et évidemment, si votre capside est entourée d'une enveloppe lipidique, les protéines de capside n'ont plus accès à l'extérieur de la particule virale. Donc, pour médier cette interaction, les virus enveloppés doivent exprimer et incorporer dans leur partie virale une glycoprotéine d'enveloppe qui va interagir avec les cellules à infecter. Donc, chez les virus enveloppés, il y a toujours une glycoprotéine virale à la surface de la particule, une ou plusieurs glycoprotéines virales à la surface qui vont médier l'attachement et l'entrée du virus dans les cellules à infecter. Chez les virus enveloppés, il y a souvent aussi une ou des protéines qui se retrouvent à l'interface entre la nucléocapside et l'enveloppe. Donc on les voit ici.
ou c'est ce qui est en orange dans cette image de la partie d'un herpès virus. Et ces protéines-là, on les appelle les protéines de matrice ou de tégument. Donc la fonction de ces protéines-là vont être, bon, soit elles assurent une liaison physique entre la nucléocapside et l'enveloppe pour maintenir l'intégrité de la partie virale. C'est juste un petit peu la colle qui va coller la partie ensemble. Des fois, elles jouent un rôle dans la libération de particules virales à partir par abrogenement. Donc, les protéines de matrice peuvent avoir aussi cette fonction-là chez les virus enveloppés. Et les protéines de tégument peuvent avoir un rôle très précocement lors de l'infection d'une cellule. Donc c'est le cas pour les protéines de tégument chez les herpès virus. Donc les protéines de tégument se retrouvent là. Lors de l'entrée d'un virus enveloppé dans la cellule, à un moment donné, la membrane cellulaire va fusionner avec l'enveloppe du virus. Et c'est ce qui va permettre l'entrée de la capside virale dans la cellule infectée, enfin pour les herpès virus. Enfin, ça va permettre l'entrée du contenu de la particule virale dans le cytoplasme de la cellule. Donc ça peut être la capside en entier, et c'est aussi des protéines de tégument qui rentrent directement dans la cellule infectée et peuvent commencer tout de suite à détourner les systèmes cellulaires pour favoriser la réplication virale. Donc ça peut être le rôle de ces protéines de tégument chez les virus enveloppés. Donc agir sur les cellules hôtes immédiatement après l'entrée du virus. Et 2 mots sur la structure des capsides hélicoïdales et icosaédriques. Okay. Donc pour les capsides hélicoïdales, la philosophie derrière cette architecture, c'est que bon, notre acide nucléique, c'est une molécule longue et linéaire. La fonction primordiale de la capside, c'est de protéger cet acide nucléique. Et donc on peut le faire si on construit une hélice en protéines qui va l'entourer. Donc on va rajouter les sous-unités de protéines autour de l'acide nucléique, et comme ça on va le protéger. Et le grand exemple classique de ça, c'est le virus de mosaïque de tabac. Et quand je dis on va rajouter des protéines ici, c'est de multiples copies de la même protéine. Donc par exemple, chez le virus de mosaïque de tabac, la protéine de capside, spontanément, va former une sorte de double anneau. Cet anneau va interagir avec l'ARN génomique du virus, et cette interaction va faire décaler les deux anneaux. Donc du coup, ici, il y a une face libre sur cette sous-unité, cette copie de la protéine de capside, et du coup, d'autres copies de protéines de capside vont pouvoir venir se rajouter sur cette face libre. Et du coup, on va en rajouter, mais on n'arrive jamais à fermer le cercle. Donc les copies de protéines de capside vont continuer à se rajouter jusqu'à ce que on finit par arriver à la fin de l'ARN génomique. Donc aussi, pour essayer de visualiser cette structure, c'est comme un escalier en colimaçon. Chaque copie de la protéine de capside, c'est une démarche. Et petit à petit, ça va former une spirale. Alors, cette architecture de capside, c'est très fréquent chez le virus des plantes. Il y a énormément de virus nus avec une architecture hélicoïdale qui infecte des plantes, le virus de mosaïque de tabac, les tobravirus, et ça ressemble à ça en microscopie électronique. Chez les animaux, on a les virus avec une capside hélicoïdale, mais enveloppée. Chez les filoviridés, par exemple, le virus Ebola, c'est le grand exemple actuellement, un pathogène chez l'animal avec une nucléocapside à architecture hélicoïdale.
Les capsides icosahédriques. Ah, ouais, il y a un problème avec les capsides hélicoïdales. C'est-à-dire que, au fur et à mesure que le génome augmente de taille, la particule virale va devenir de plus en plus longue. Surtout pour les virus nuls, ça c'est un problème. Parce que quand vous allez avoir une particule virale qui a 20 nanomètres de diamètre et un micromètre de longueur, ça va, ça va devenir très instable physiquement. Et juste par les stress physiques, la particule peut casser en deux. Donc, cette architecture de microcapside impose une limite sur la taille du génome que le virus peut intégrer. Et les virus avec de grands génomes, ils ont trouvé un autre moyen d'encapsuler leur acide nucléique. Ça, c'est chez les capsides icosahédriques. Cette fois-ci, on considère que notre génome en ARN ou en ADN, on ne va pas le considérer comme une ligne en 2 dimensions, mais comme un fil que l'on peut replier en 3 dimensions. Donc on va replier le génome comme une pelote de laine. Et cette pelote-là, on va pouvoir l'entourer par une capside protéique en 3 dimensions pour former un sphère, une structure globalement sphérique autour de l'ADN ou l'ARN génomique. Donc l'idée de base c'est ça, c'est-à-dire que bon, on va former un sphère creux par des protéines de capside et à l'intérieur on va mettre l'acide nucléique. Donc si on a une seule protéine, on peut former une capside avec 60 copies de la même protéine. Donc on va voir 20 faces triangulaires, 3 copies de la protéine vont former une face triangulaire et 20 faces vont former un icosèdre. Si on veut des particules virales plus grandes, bah, il va falloir intégrer une architecture un peu plus complexe, avec plusieurs protéines différentes. Ok, donc on va faire une petite pause là pour vous poser des questions, pour voir si vous avez bien intégré ça. Donc je vais les projeter à l'écran, mais pour avoir un petit peu vos retours, je vais demander à tout le monde de se connecter, soit par vos ordinateurs, soit par si vous avez un smartphone. Vous pouvez aller sur ce site. Ok, https://respond.cc. Okay, donc je vais envoyer les questions sur votre matériel et vous choisissez les réponses A, B, C, D. Ça va être 4 ou 5, oui, non. Et si vous n'avez pas de quoi vous connecter, vous regardez les questions là-bas, vous réfléchissez individuellement sur les réponses. Okay, ou vous discutez avec votre voisin pour décider si les bons trucs à envoyer. Ok. Attends, c'est le code. C'est le code. Ok.
Donc, si vous êtes connecté, il vous demande un code. Ok. Donc, c'est 50 803. Ça va, ça marche là? Ok. Donc, vous affichez à ça. Quand vous avez trouvé les bonnes réponses, vous cochez des trucs, puis vous m'envoyez ça. Et après, on va voir les résultats. Et sinon, les questions sont là. Huit 803. 50803. Ok, là c'est bon. Cool. Ok. Ah, ok. Ouais. Bah, quand ça marche, gardez votre connexion ouverte parce qu'il va y avoir une autre question après. Mais c'est toujours en question, est-ce que on va pouvoir tous établir la connexion parce que les bancs Wi-Fi sont pas paramétrés pour avoir 100 connexions à la fois. Mais il y a peu de données qui sont envoyées, donc je dis ok, on va voir. Et j'aurais peut-être pu vous prévenir en début. Oui. Ah, non, c'est-à-dire que on veut que ça passe pas à travers le filtre. Comme pour stériliser quelque chose, on peut, par exemple, une suspension, on craint qu'il y a des bactéries, on peut le passer à travers un filtre et puis c'est stérile. C'est bon, on peut lutter. Donc, est-ce que les virus vont être retenus sur le filtre, pareil, que les bactéries? C'est ça la question. Wow. Ouais, je donne une minute de plus, puis parce que j'ai une trentaine de réponses là, donc on va regarder. Oui, je pense que c'est assez bon. Réponse 41. Très bien. Donc gardez votre connexion ouverte parce qu'il y aura une autre question tout à l'heure. Donc vous pouvez rester sur le site, mais il va falloir refaire une connexion sur Respawn parce que le numéro de code sera pas le même. Ok, qu'est-ce que vous m'avez envoyé comme réponse? C'est ça les réponses. Donc aucun virus à capsule hélicoïdale n'a fait des animaux. C'est faux. Tout le monde a eu bon. Correct. Les virus nus sont plus résistants aux détergents que les virus enveloppés. Il n'y a que 10, ouais, je sais pas, 10, 11, 12 personnes qui ont dit oui. C'est vrai, ça.
Détergents. Les virus enveloppés ont une bicouche lipidique à l'extérieur. Donc les détergents vont pouvoir perturber cette bicouche lipidique. Et donc les glycoprotéines enveloppes vont être détachées et du coup, la particule virale sera plus infectieuse. Okay, donc c'était pas dit explicitement dans le cours, mais avec vos connaissances en biochimie d'AL3, vous aurez pu trouver la bonne réponse pour ça. Ça c'est vrai. Hein, okay, donc c'est pour ça que pour certains virus, le virus de la grippe, un simple lavage des mains c'est bon pour l'inactiver. Pour les norovirus, petits virus non enveloppés, virus nus qui causent des gastroentérites, ça va pas inactiver le virus, ça va enlever peut-être les particules virales, mais elles sont toujours infectieuses avec un simple lavage des mains en savon. Alors, plus une capsule virale est grande, plus elle contient d'acide nucléique. Oui, c'est vrai, tout le monde a eu bon. On peut éliminer les particules virales par filtration à 0,2 microns. Non, c'est pas vrai. Éliminer, ça veut dire que ça doit être retenu sur le filtre. C'est peut-être pas très clair comme façon de parler. Donc, effectivement, la plupart de vous, vous avez raison. Les particules virales, pour la plupart du temps, vont passer à travers le filtre. Et dernière question, il est possible de déterminer la structure d'une particule virale enveloppée par cristallographie ou rayon X. Donc, il y a entre 15 et 20 personnes qui ont eu faux. C'est les particules virales non enveloppées. Virus nus, on peut déterminer leur structure par par la cristallographie. Les virus enveloppés, les particules ne vont pas former des cristaux, on ne pourra pas utiliser cette technique. Ok. Ouais, on va continuer. On va regarder un peu plus de détails l'organisation des particules virales icosahédriques. Et la question, c'est comment former une particule virale à partir de triangles ou de pentagones. Ok. On a dit que on avait des protéines, les capsides les plus simples étaient formés de 60 copies d'une seule protéine de capside. Et on peut imaginer, on peut visualiser cette formation d'une structure sphérique. Par exemple, 3 copies de la protéine vont former une face triangulaire, ou alors 5 copies de la protéine de capside vont former une face pentagonale. Et soit on combine 12 faces pentagonales, ou on combine 20 faces triangulaires, et ça va nous donner une particule qui est à peu près sphérique et de structure régulière. Donc ça, c'est pour le cas le plus simple. Si on veut obtenir une particule virale qui est plus grande, qui pourra contenir plus d'ADN ou plus d'ARN, il va falloir combiner des pentagones plus des hexagones. Okay. Donc on commence avec notre système de pentagones ici. En bleu, ça c'est la ligne des pentagones. Et on peut aussi imaginer qu'on garde toujours un structure icosahédrique parce qu'au milieu de chaque pentagone, on a un sommet ou un pointe d'un triangle, d'une face triangulaire. Donc, cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter progressivement plus d'hexagones. Okay, donc, on va rajouter 12 pentagones plus 20 hexagones. Chaque fois qu'on rajoute des hexagones, on va éloigner les pentagones un petit peu plus. Et si on rajoute de plus en plus d'hexagones, cette fois-ci, on a plein là, on va avoir une particule virale qui est de plus en plus grande. Donc, les particules virales plus grandes, icosahédriques plus grandes, plus complexes, souvent, on a une protéine virale qui va former les hexagones et une protéine virale qui va former les pentagones. Et les pentamères ici vont toujours être au sommet de cette structure icosahédrique. Alors, les gens qui aiment la biologie structurale, ils adorent faire des classifications d'objets. Et c'est vrai pour les particules virales icosahédriques, que l'on classe par le numéro T. Donc, comme on a vu ici, on va voir sur n'importe quel capside icosahédrique, on a toujours 12 pentagones, quelque part.
Et on aura un nombre différent d'hexagones formés par des hexamères ou des pentamères de protéines. Et le numéro T, c'est une façon de voir quel est le positionnement des pentamères l'un par rapport à l'autre et par rapport au nombre d'hexagones qui doivent être traversés. Donc on va imaginer que l'on va aplatir ce réseau de hexagones, on va le mettre plat sur une surface. Okay, c'est ce que l'on a ici. Donc on a une sorte de matrice de hexagones. Et de temps en temps, on va placer un pentamère. D'ailleurs, ça c'est important. Pourquoi on ne peut pas juste former notre particule virale à partir de hexamères, de protéines? Parce que si on fait ça, on n'aura jamais une structure tridimensionnelle qui sera fermée. On aura toujours soit une surface plane. Si on ajoute de la courbature, on peut avoir un tuyau, comme des sortes de nanotubes de carbone. Mais si on veut le fermer, il faut absolument mettre 12 pentamères quelque part dans la structure. Donc, l'idée pour le numéro T, c'est que si on aplatit notre lattice d'hexagone, on peut définir deux axes, comme ça, l'axe H, et en vertical, l'axe K. Et pour aller d'un pentamère, qui est au sommet de la particule, vers un autre, on peut dire qu'on a un certain nombre de pas dans l'axe H, et un certain nombre de pas dans l'axe K. Donc ici, on a 1, 2, 3, 4 pas dans l'axe H et 2 pas dans l'axe K. Et notre numéro de T, ça va être H au carré plus HK plus K au carré. Donc dans le cas présent, on a 16 plus 8 plus 4. 28. Okay. Donc n'importe quelle particule ou capside icosahèdrique est associée à un numéro T. Et donc plus que le numéro T augmente, plus que la particule va est complexe. Ok, pour voir si tout le monde a compris ça. J'ai quelques images de architecture de particules icosahèdriques. Là, on va le faire en main levée parce que c'est un peu plus rapide. Donc, quel est le numéro T de ces capsides? Ok, ça c'est 1, c'est le niveau le plus simple, ok, parce qu'on a un pas pour aller d'un sommet pentamérique à l'autre. Donc on a H égale 1, K égale 0. Donc notre numéro T égale 1. Ici, c'est une particule numéro T égale 3, parce qu'on veut passer de là à travers les hexagones. Donc on a un pas dans un axe, un pas dans un autre axe. Donc on a 1 plus 1 plus 1, T égale 3. Ok. Ici, quel est notre numéro T? Ok, tout le monde a réfléchi. Qui dit 4? On va faire en main levée. Qui dit 7? Qui dit 13? Qui dit 21? Je crois que c'est 21, non? Ah non, c'est 13. 1, 2, 3 pas sur un axe et un pas sur l'autre axe. Donc c'est 3 au carré, 9, plus 3, plus 1, 13. Ok. Et alors celui-ci, 4, 13, 16 ou 25. Ça va être plus simple. Okay. Qui dit 4? Qui dit 13? Qui dit 16? Qui dit 25? Qui ne souhaite pas s'exprimer? Ah, il y en avait, hein, certains qui ne levaient pas la main. Ben, il faut participer, sinon comment je vais savoir si vous avez compris ou pas?
Effectivement, c'est 16. Hein. Bon, on a 1, 2, 3, 4 pas dans un axe, 0 pas dans l'autre axe. Donc on a 4 au carré, 16 plus 0 plus 0. Okay, donc c'est ça le numéro T qui décrit l'architecture des capsules icosaédriques. Et donc, il y a une relation assez bien entre la taille de la particule virale icosaédrique, son numéro T, et la taille du génome, qui peut être encapsidé. Donc, les plus petites particules virales, c'est T égale 1. Ce sont des virus avec des petits génomes. T égale 3, on augmente un petit peu. Et quand on arrive chez les herpès viridés, avec des génomes 100 à 230 kilobases de longueur, on a une particule avec une organisation un peu plus complexe, T égale 16, avec un plus grand diamètre. Donc cette relation entre la taille de la particule qui augmente et la longueur du génome est assez bien respectée, sauf ici, les picornaviridés. On a un génome, on a une particule qui a 27 à 30 nanomètres de diamètre, le génome 7 à 8,5 kB de longueur. Les Epadnaviridés, bon, picornaviridés, c'est un peu le virus de la poliomyélite. Epadnaviridés et virus de l'hépatite B, plus grande particule virale, le génome est plus court. Pourquoi? Via la populace. Quelqu'un répond? Ça veut dire quoi ça? SPS. Single strand, double strand. Simple brin, double brin. Évidemment, ici, on peut emballer plus d'ARN parce que c'est en simple brin. Mais l'ADN double brin ici, ça va prendre la place, le deuxième brin. Donc, du coup, évidemment, la longueur sera plus courte. Okay. Donc, si on tient en compte la différence simple brin, double brin, il y a une très bonne relation entre la taille de la particule et la taille du génome. C'est des virus icosaédriques. Ok, donc jusque-là, on a été assez abstrait sur la formation de ces particules icosaédriques. On a des pentagones, et les hexagones, et on va les mettre ensemble. Mais ça, ces structures sont formées de protéines. C'est pas juste des lignes sur un dessin. Hein. Et une chose que l'on retrouve chez de nombreux virus avec les particules icosaédriques, c'est toujours la même structure, le même comment dire, motif de structure tridimensionnelle qui est utilisé pour faire les pentamères et les hexamères. Et ça, c'est le Beta Barrel Jelly Ball. Donc, c'est une structure en feuillet bêta avec un petit peu d'hélice alpha ici en adjonction. Et c'est ce motif de structure a la propriété de former une protéine qui a une structure de trapézoïde. Ça, c'est vraiment les briques de base qui forment les particules virales. Donc, on a des structures, des protéines en forme de trapézoïde qui vont pouvoir se combiner, soit pour former un pentagone, soit pour former des hexagones. Donc ça, c'est l'exemple pour le virus de la poliomyélite. Il y a 3 protéines de capsides, VP1, VP2 et VP3. VP1 va former un pentamère. 3 copies de VP2 et 3 copies de VP3 vont s'assembler pour former un hexamère. Et c'est ça qui vont former les pentagones et les hexagones qui vont former la particule virale. Et on retrouve cette motif de structure, le Beta Barrel Jelly Ball, uniquement dans les capsides virales. C'est pas utilisé dans les protéines cellulaires. Donc si on trouve ça dans les séquences, dans un échantillonnage aléatoire des séquences, on sait que quelque part là-dedans, il y a un virus. Ok, donc ça c'est fini pour la structure, pour la classification. Donc la classification officielle des virus est établie par la ICTV, International Committee on the Taxonomy of Viruses, et on peut consulter leur taxonomie sur leur site web. Donc l'objectif de l'ICTV, c'est de rassembler différentes souches de virus qu'on isolé ici à droite ou à gauche
pour savoir si les différentes souches font partie d'une même espèce, si différentes espèces de virus font partie du même genre, et si il est possible de rassembler différents genres de virus dans des familles dans les ordres, etc. Comme dans la classification standard pour tout le reste du vivant. Néanmoins, il y a quelques différences, parce que chez les virus, tous les niveaux hiérarchiques ne sont pas représentés. Chez les virus, on va jusqu'à l'ordre pour certains virus, mais on ne va pas au-delà. Donc il n'y a pas de division, il n'y a pas de phylum, il n'y a pas de règne chez les virus. Néanmoins, la nomenclature est respectée, c'est-à-dire quand on parle de mononégaviral, virales, il s'agit d'un ordre. Viridae, on parle d'une famille de virus. Virinae, c'est une sous-famille. Et Plumovirus, c'est un genre. Et si on veut noter une espèce, on a le nom entier du virus. Alors, donc si vous voyez ces suffixes à la fin de dénomination de virus, vous devez être capable de dire à quel niveau hiérarchique ça se réfère. Alors, une autre distinction chez les virus, c'est que l'emboîtement hiérarchique n'est pas complète chez les virus. Donc on a 27 familles de virus qui sont familles virales qu'on a pu classer dans cet ordre. Mais on a 61 familles qui ne sont pas classées. Et on a aussi des genres ou des espèces de virus qui sont tout seuls. On ne sait pas les regrouper avec d'autres. Donc, ce qui veut dire qu'on ne peut pas dessiner un arbre phylogénétique qui comprend tous les virus sur la planète. C'est qui est différent par rapport au reste du vivant. Chez les organismes cellulaires, on a les eucaryotes, les archébactéries et les eubactéries. Et on considère qu'il y a un ancêtre commun cellulaire universel de tout le vivant. Ce qui n'est pas le cas chez les virus. Pas d'ancêtre commun universel chez les virus. Donc probablement, les virus ont eu plusieurs origines distinctes. Pas juste un ancêtre viral qui est à l'origine de tous les autres virus. Donc plusieurs événements d'apparition de virus dans le temps. Alors, à côté de la classification officielle de l'ICTV, il y a aussi ce qu'on appelle la classification de Baltimore, parce que la chose qui manque, c'est dans la classification de l'ICTV, c'est de faire des liens entre ces familles virales qui sont non classées, qui sont diverses. Et c'est ce que essaie de faire la classification de Baltimore. C'est d'avoir quelque chose qui va mettre au moins tous les virus, toutes les familles, tous les ordres de virus dans une case ou une autre. Donc, Baltimore, il a proposé sa classification à la fin des années 1960. Il a dit le truc qui va distinguer vraiment le virus, c'est la composition de leur génome. Donc déjà, je vais faire une distinction entre les virus avec un génome en ADN et les virus avec un génome en ARN. Et en ADN, je vais dire, la classe 1, ce sont les virus avec un génome en ADN double brun. La classe 2, c'est les virus avec un génome en ADN simple brun. Et chez les virus ARN, je vais faire la même chose. Donc, la classe 3, ce sont des virus avec un génome en ARN double brun. Pour l'ARN simple brun, Baltimore a distingué deux cas différents. Soit l'ARN génomique du virus code directement pour des protéines. Dans ce cas-là, il est brun plus. Et ça va être la classe 4. Soit l'ARN génomique du virus dans la particule virale est brun moins. Et du coup, il ne peut pas directement être traduit pour former des protéines virales. Et ça va être la classe 5. Donc, initialement, Baltimore, il avait décrit ces 5 cas de figure. Il dit, OK, ça c'est bon, j'ai classé tous les virus possibles sur la planète. Jusqu'à la découverte, au début des années 1970, des rétrovirus. Donc, ce sont les virus avec un ARN à l'intérieur de la particule virale, mais qui en fait se répliquent via un intermédiaire en ADN. Et donc, du coup, Baltimore a été obligé de ajouter une autre classe à sa classification. Donc, les rétrovirus sont les classes 6. Et il existe aussi l'inverse, c'est-à-dire les virus qui ont
de l'ADN dans la particule virale, mais qui se réplique via un intermédiaire en ARN. Donc on appelle ça la classe 7. Souvent, ces deux classes-là sont regroupées ensemble dans ce qu'on appelle les virus à rétrotranscription. Parce qu'à un moment donné, l'ARN doit être rétrotranscrit en ADN, quelque part dans le site de réplication virale. Donc il y a quelque chose de commun chez les virus de classe 6 et de classe 7. Donc la classification de Baltimore est importante, utile, parce que selon la nature du génome viral, les virus vont devoir effectuer à peu près les mêmes étapes pour exprimer leur génome. Donc c'est utile au niveau conceptuel pour savoir que tous les virus d'ARN plus vont devoir faire à peu près la même chose. Donc c'est utile. Il ne faut pas se confondre. La classification de Baltimore n'est pas une classification phylogénétique. Ça veut dire que tous les virus ARN plus n'ont pas forcément un ancêtre commun. Okay. Ils vont faire à peu près la même chose, mais il ne faut pas non plus inférer une origine commune. Ok, donc ça c'est structure et classification. Bon, on va juste démarrer les techniques en virologie et on va essayer d'y aller relativement rapidement parce qu'on a pris un peu de temps. Ok, pour étudier les virus, il faut les produire, il faut pouvoir les purifier et il faut pouvoir mesurer les virus. Okay. Donc pour les productions, on a soit les systèmes de production en organisme entier, on inocule le virus chez un animal ou chez une plante vivante, éventuellement l'œuf embryonné, on peut l'apparenter à un organisme entier, ou alors on peut produire les particules virales en culture cellulaire, donc ce qui va simplifier bien des choses. Ici, ça c'est utile parce qu'on voit l'interaction entre le virus et son organe hôte en entier. C'est plus utile pour les modèles de pathologie. Ici, les modèles de culture cellulaire, l'avantage, c'est de pouvoir regarder précisément les étapes spécifiques dans leur application virale au niveau moléculaire et cellulaire. Donc, pour la virologie fondamentale, les cultures cellulaires étaient absolument d'une importance capitale. Donc une fois que l'on a produit notre virus, donc on va inoculer le virus dans une culture cellulaire, on aura un tas de cellules infectées. Ensuite, si on veut purifier notre virus pour étudier sa structure, comment on fait? Bon, le grand classique, c'est l'ultracentrifugation sur gradient. Donc on commence avec un LISA brut, composé de protéines solubles, de grands déchets cellulaires, fragments membranaires et des particules virales, tout mélangé dans le LISA. On centrifuge sur un gradient soit de chlorure de césium, soit d'iodide de sodium, soit de sucrose. Et à la fin de la centrifugation, les différentes composantes de notre LISA vont sédimenter à des vitesses différentes. Donc au fond, on aura des débris cellulaires. Les protéines solubles vont même pas rentrer dans le gradient. Et les particules virales vont sédimenter à une vitesse spécifique et ils vont former un anneau dans le gradient que l'on pourra récupérer. Ça va nous donner des particules virales purifiées. Plus récemment, on a pu développer des techniques de purification de particules virales sur d'autres propriétés physico-chimiques et notamment la surface de la particule virale souvent porte une charge nette négative. Et donc on pourra les purifier par chromatographie d'échangeuses d'ions. C'est-à-dire qu'à un certain moment, les particules virales vont interagir avec une matrice solide qui porte une charge positive. Et on va pouvoir l'éluer en changeant les conditions de, conditions de sel ou, ouais, je pense que c'est ça, hein, ce qu'on fait en chromatographie. N'est-ce pas? Donc ça existe aussi. Donc on peut prendre un LISA brut. On va juste le centrifuger rapidement pour éliminer les gros débris cellulaires. Et on met les doigts sur un filtre d'échangeuse d'ions. Ça, c'est l'avantage de ça, c'est que on peut avoir n'importe quelle échelle, petite échelle, on va purifier 1 ou 2 ml d'extrait de virus, ou alors on peut purifier des extraits qui sont de plusieurs dizaines de litres, ou centaines de litres. Donc pour
pour la purification industrielle, c'est très important. Enfin, c'est quelque chose qui est en train de se développer. Pour détecter, identifier et quantifier les virus. 3 façons de le faire. Tout d'abord, on va détecter les effets des virus sur la cellule hôte. Donc on a des systèmes basés sur la culture cellulaire. On peut détecter spécifiquement les protéines virales par les techniques d'immunochimie, des anticorps qui vont reconnaître spécifiquement les protéines virales. Et on a des techniques de biologie moléculaire pour détecter les acides nucléiques, diront. Ok, ça et ça, on va utiliser dans les techniques standards. Mais la culture cellulaire, ça va être spécifique pour la virologie. Donc on va passer un peu plus de temps pour regarder ces techniques-là. Donc déjà, pour détecter la présence d'un virus, souvent la première étape, c'est si je cherche un virus qui infecte tel ou tel type cellulaire, ce que je peux faire, je peux prendre mon échantillon, je vais le filtrer pour éliminer éventuellement les bactéries qui peuvent être dans l'échantillon, et je vais inoculer mon filtre sur des cellules. Je vais regarder la culture cellulaire pendant plusieurs jours, et je vais regarder pour voir si j'ai un effet cytopathogène. Et différents virus peuvent avoir des effets cytopathogènes distincts qui aident à l'identification du virus. Donc, un effet cytopathogène, ça peut être des inclusions cytoplasmiques au nucléaire. Là, on voit, c'est des cellules d'insectes infectées par un baculovirus. On voit les corps d'occlusion dans le noyau. Ou alors, on peut avoir des virus qui vont simplement tuer des cellules. On voit un tas de cellules mortes ici. Donc, le virus peut lyser ou induire l'apoptose si tu es la cellule infectée. Et les virus enveloppés peuvent provoquer la formation de syncytia, c'est-à-dire que plusieurs cellules, une cellule infectée va fusionner avec des cellules non infectées autour. Ça va former un syncytium qui est illustré ici. Donc là, on a des images de 2 cultures cellulaires. Là, cet énorme blob. Là, on voit des cellules individuelles, les noyaux et le cytoplasme bien avec des cellules qui sont bien distinctes. Ici, c'est un syncytium. Donc, on a un énorme bloc de cytoplasme et de multiples noyaux à l'intérieur. Pareil ici, c'est un syncytium là. Donc ça, c'est toujours utile en virologie clinique. Donc, si on a un syncytium avec des inclusions nucléaires, il s'agit du virus de la rougeole. Donc là, on voit des inclusions nucléaires ici, ça c'est le noyau. Les inclusions sont là. Si on a un syncytium sans les inclusions nucléaires, par exemple ici, c'est soit le virus respiratoire des syncytiums, ou virus respiratoire syncytial, ou les virus des orients. Donc, induction d'un effet cytopathogène, c'est quelque chose qui indique fortement qu'un virus est présent. Et ensuite, on peut valider ce résultat par nos tests ELISA ou PCR pour confirmer l'identité du virus qui est présent. Donc on peut exploiter l'effet cytopathogène d'un virus sur des cellules pour les quantifier. C'est ce qu'on fait en utilisant la technique de plage de Lise pour déterminer le titre infectieux d'un échantillon de virus. Donc, comment ça marche? D'abord, on prend notre échantillon, on va préparer une série d'élutions en cascade de 10 en 10, et on va inoculer 1 ml à chaque dilution sur des cellules qui poussent en monocouche sur la plastique. Donc ici, on a une plaque inoculée avec 1 ml à 1 sur 1000 jusqu'à 100 millions. Et ensuite, on va recouvrir la monocouche cellulaire par un milieu avec de l'agarose. Ça, c'est très important parce que quand on a notre monocouche cellulaire, si on a inoculé une particule virale sur une cellule, cette cellule sera infectée. Mais à un moment donné, la cellule va lyser, elle va libérer des particules virales. Si on a un milieu liquide, ces particules virales qui sont libérées peuvent aller diffuser et infecter n'importe quelle cellule dans tout le puits. Mais si on recouvre le tout avec de l'agarose,
la diffusion de ces particules virales sera limitée. Et donc, elles pourront infecter que des cellules voisines. Et petit à petit, quand ces cellules vont être infectées et lysées à leur tour, on va voir qu'on a un trou, une plage de lyse dans la monocouche cellulaire. Donc, quand on regarde notre plaque quelques jours ou quelques semaines après, là, on a mis énormément de virus, toutes les cellules sont lysées. Là où le virus est très, très dilué, bon, toutes les cellules sont indemnes, il n'y a plus de virus infectieux qui restent. Et à un moment donné, on va avoir une ou plusieurs plages de lyse. Et dans ce cas-là, une plage de lyse correspond à une particule virale infectieuse dans l'inoculum. Et donc, on peut les dénombrer 1, 2, 3, 4, 5, 6 à l'addition 10 puissance 5. Donc, on a 6 fois 10 puissance 5 unités formant plage par ml. Et ça, c'est notre titre en virus infectieux. Ça, c'est très bien parce que ça permet de purifier des virus. Donc, on peut repiquer cette plage de lyse et on sait que toutes les particules virales présentes dans la plage de lyse viennent d'une seule particule virale infectieuse initialement. C'est comme si on repiquait une colonie de bactéries. Donc, c'est pour avoir une culture pure, très important en microbiome. Donc, on peut faire ça. Limitation. Pour faire des plages de lyse, il faut que notre virus soit lytique. Un ECP, c'est pas forcément la lyse. Donc il y a beaucoup de virus pour lesquels ça marche, c'est lytique. D'autres, ça marche moins bien. Alors une autre façon de effectuer le titre, de mesurer le titre infectieux de virus, c'est la technique TCID50. Ok, on va à nouveau préparer une série de dilutions de notre inoculum viral. Et cette fois-ci, à chaque dilution, on va inoculer pas un seul puits, mais un certain nombre de puits. Ici, c'est 6 qui sont représentés. On va cultiver pendant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et ensuite, à chaque dilution, on va compter le nombre de puits qui montrent un ECP. Donc quand notre virus est très dilué, tous les puits, il n'y a plus aucun virus infectieux, tous les puits sont indemnes de l'infection. Quand notre virus est très concentré, tous les puits comprennent au moins une particule virale infectieuse, donc toutes les cellules deviennent infectées. Et à une certaine dilution, on aura des puits avec ECP et des puits sans ECP. Et ce que l'on va faire ici, c'est on va tracer la courbe avec le pourcentage des puits qui montent en ECP en fonction de la dilution. Donc quand on a peu de dilution, on a 100% de puits infectés. Quand on est très dilué, on a 0% de puits infectés. Et à un moment donné, on va avoir 50% de puits infectés. Et c'est ça qui va nous donner notre TCID 50. C'est la dilution qui va donner 50% de puits infectés. Ça, c'est 3 fois 10 puissance 5 par 0,1 ml ici, par 0,2 ml. Alors, si on a mesuré les titres virales infectieux, soit par la technique du PFU, soit par la technique de TCD50, on obtient un titre infectieux. Ça, c'est important chaque fois que l'on peut faire une manip en virologie, parce que l'on veut contrôler le nombre de particules virales infectieuses qu'on met sur des cellules infectées. Et ça, c'est la MOI, the Multiplicity of Infection. C'est simplement le ratio entre le nombre de PFU ou TCD50 de virus par cellule dans une infection in vitro. Donc, si on a une MOI égale 1, ça veut dire que l'on met une particule virale infectieuse par cellule. Or, si on fait ça, aléatoirement, on peut avoir des cellules qui ont une particule virale infectieuse, des cellules qui récupèrent 2 particules virales infectieuses, et une certaine proportion de cellules qui sont non infectées, parce que juste au hasard, elles n'ont pas interagi avec une particule virale infectieuse. Donc si on fait dans une infection un MOI égale 1, une proportion significative des cellules n'est pas infectée. Donc si on veut que tout le monde soit infecté, il faut au moins avoir un MOI égal ou supérieur à 5.
Ça, on va essayer de utiliser ce concept en TP. Donc ça, c'est important parce que selon la manip que l'on veut faire, on va utiliser des MOI différentes. Donc si on veut amplifier ou entretenir des stocks de virus, on va utiliser une MOI faible. Bon, 1 sur 1000, c'est un peu faiblard, mais 1 sur 100 à 0,001 à 0,1. Ça, c'est bon pour l'amplification et l'entretien des stocks. Ou si on va avoir plusieurs cycles de réplication dans l'expérience. Il faut infecter à une faible MOI. C'est-à-dire, par exemple, si on veut tester si une molécule va inhiber la réplication virale pour isoler de nouveaux antiviraux. Donc ça, on voudrait faire infecter à une MOI faible en présence d'inhibiteurs ou en absence. Et prélever la culture à différents temps pour voir si notre BIOS est capable de se répliquer en présence de cet inhibiteur. Les MOI fortes, on les utilise si on veut analyser précisément les étapes d'un seul cycle de réplication virale. Pourquoi? Parce que quand on met les virus en présence de cellules à un MOI égal à 10, toutes les infections sont synchronisées. On peut mettre des virus sur les cellules pendant 1 heure, enlever tout ce qui n'est pas attaché, et pour le reste du cycle, toutes les cellules infectées vont être au même stade du cycle. Donc on sait un peu ce que l'on fait. Aussi, si on veut faire une production en batch, on veut que ce soit reproductible, donc on met 1 tonne de virus sur les cellules, on sait que les cellules sont infectées au même moment, donc à 2 ou 3 jours après cette infection, on peut récolter notre lot de production. Et la récolte soit toujours reproductible. Okay. Ouais, très rapidement, et puis dernièrement, on va faire une question. Donc, pour détecter les protéines virales, on peut utiliser des techniques d'immunochimie. Donc, c'est-à-dire pour détecter les antigènes viraux, par exemple par ELISA, on va fixer un anticorps de capture sur la surface immobilisée qui va capter des antigènes viraux, un anticorps de détection au milieu liquide qui va nous permettre de développer un signal. Test ELISA de capture. Ça va être très bien si on veut confirmer le CP ou si on veut quantifier combien de protéines virales on a dans tel ou tel échantillon. Et donc, ça va nous donner une mesure en nanogrammes par ml de la protéine virale contre lesquelles les anticorps sont dirigés. Et évidemment, si on détecte les protéines virales, ces techniques-là ne vont pas distinguer entre une particule virale infectieuse et une particule virale non infectieuse. Bon, ça, il y a des avantages et des inconvénients. Pratiquement, l'avantage, c'est que la première étape dans la technique peut être une inactivation chimique du virus, et du coup, tout le reste de la technique peut être fait sur la paillasse en conditions de biosécurité plus faibles. Parce le virus n'est plus infectieux, mais on va détecter les protéines. Donc, de plus en plus, on a aussi les tests diagnostiques rapides qui sont appliqués au virus. C'est-à-dire que l'on a des anticorps. Donc, on va liser les particules virales et on va détecter la présence des antigènes par des anticorps immobilisés sur le strip, ici. Donc, ça existe pour le virus de la grippe. Donc, ça, c'est un exemple d'un résultat positif pour le virus de la grippe de type A ou le virus de la grippe de type B. On a la banque qui se développe. L'avantage, c'est que c'est extrêmement rapide. On a un résultat en 15 minutes. L'inconvénient, c'est la sensibilité. Il faut beaucoup d'antigènes viraux présents pour avoir un test positif avec les tests rapides. Donc, un résultat négatif n'a pas de valeur parce que le seuil de détection est très élevé. Donc ça, c'est quelque chose que l'on a disponible pour plusieurs pathogènes humains et chez les plantes très utilisé parce que l'agriculteur peut commander les kits, il écrase les feuilles de ces plantes infectées et il voit s'il a une infection virale, oui ou non. Il n'a pas besoin d'envoyer un truc au labo pour avoir un résultat. Une autre technique très importante en virologie, c'est la test sérologique pour savoir si quelqu'un ou un animal a été infecté par le passé
par un virus. Et dans ce cas-là, on veut détecter des anticorps spécifiques du virus dans le sérum ou dans le plasma de la personne. Cette fois-ci, ce qui va être immobilisé sur le plastique, c'est l'antigène viral. En rouge, ça, ce sont des anticorps du sérum de la personne ou de l'animal qui est étudié, et on va les détecter par un anticorps anti-IgG humain. Ok, donc ça c'est important pour le dépistage. Si vous êtes séropositif pour tel virus, ça veut dire que vous êtes infecté ou vous avez été infecté par le passé par tel virus. Donc pour le VIH, pour l'hépatite C, pour l'hépatite B, on va dépister la présence des anticorps contre le virus dans votre sérum. Si vous êtes séropositif selon le virus, soit vous êtes encore infecté pour les virus chroniques, soit vous n'êtes pas forcément infecté. Si vous êtes séropositif pour le virus de l'hépatite B, ou le virus d'hépatite, pour le virus d'hépatite B, peut-être vous avez eu l'infection et peut-être vous l'avez éliminé tout seul. Ou peut-être vous avez été vacciné. Vous allez être séropositif contre l'antigène HBs. Ok, donc c'est une des raisons pour lesquelles il était intéressant de produire des protéines virales. C'est pour produire des kits diagnostiques. Donc ces questions de production, de purification, c'est important pour produire des kits diagnostiques. Et juste le dernier truc, on va finir là, je crois, technique de biologie moléculaire pour détecter les acides nucléiques basée sur la PCR. Donc on va prendre notre échantillon, on va extraire là soit l'ADN, soit l'ARN en fonction de la classe de bâtiment de notre virus. Et on va effectuer un PCR quantitatif ou une RT-PCR quantitative pour quantifier le nombre de copies d'ADN ou d'ARN viral. Ça, c'est très fréquemment utilisé en virologie clinique. On prend le salive ou le sang ou la LCR du patient, on fait une extraction, on va quantifier le nombre de copies de génome viral. L'avantage, c'est que on peut l'utiliser sur tous les virus qui sont cultivables ou non, et on a une valeur quantitative qui est très sensible. Et ce qui va sortir, c'est le nombre de copies du génome par ml de notre échantillon. Ok, on s'arrête là, on reprend mercredi matin 8h.